Et bonsoir les in, bonsoir les uns, moi c'est Valentin Després et je suis honoré de vous retrouver pour ce quatrième épisode de la saison 2 de Demain le Monde. Je suis avec ma go Louisa Benchaban. Louisa, est-ce que tu passes une semaine enrichissante jusqu'à maintenant? Hey, bah oui, on en apprend tous les jours dans cette émission. Franchement, on se régale. En tout cas, on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors si comme nous, vous faites partie des gens qui pensent que le monde ne tourne pas bien rond en ce moment, Qui s'attristent de le voir toujours plus pollué, toujours plus abîmé. et qui ne comprennent pas pourquoi on laisse les plus pauvres s'appauvrir et les plus riches s'enrichir tout en faisant péter leur empreinte carbone. Alors vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici, on ne se résigne toujours pas à ça. Demain le Monde, c'est votre émission spéciale consacrée à l'écologie et à la justice sociale. On va essayer de refaire le monde ensemble. Et pourquoi pas d'en inventer un qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et justement, aujourd'hui, pour refaire le monde avec nous, ce soir, on est particulièrement fiers d'accueillir Clément Viktorovitch. Clément, comment ça va ? Ça va très bien, merci les amis de m'inviter, j'en suis très heureux. Très heureux de te recevoir également. Alors pour commencer Clément, je voulais te demander qu'est-ce que ça t'évoque Demain le Monde ? Demain le monde, ça m'évoque au moment où nous parlons plutôt des angoisses, on va pas se mentir. J'ai quand même le sentiment que plus le temps passe et plus les menaces s'accumulent et elles sont d'ordre de plus en plus divers et pressantes, c'est-à-dire que nous savions devoir lutter en effet pour pour lutter contre le réchauffement climatique, assurer l'existence tout simplement de l'humanité dans les années à venir. Ça n'était pas le moindre des enjeux et puis on se rend compte maintenant qu'on va également devoir se battre pour la justice sociale, ça peut-être le savait-on, mais également pour simplement sauvegarder notre démocratie, ou du moins ce que nous appelons encore démocratie, puisque les menaces fascistes s'accumulent un peu partout. Donc demain le monde pour l'instant c'est plutôt de l'anxiété, mais qui sait, peut-être va-t-on ressortir de cette émission plein d'entrain et d'enthousiasme. En tout cas, d'où la On est là pour nécessité d'essayer de le refaire. Alors Clément, pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait au clair avec ta biographie, je précise que tu es docteur en sciences politiques, tu es un spécialiste de la rhétorique, l'art de convaincre, l'art de bien parler, tu as été chroniqueur dans différents médias, tu as écrit plusieurs livres aussi sur le sujet. En ce moment, tu joues aussi une pièce de théâtre qui cartonne, qui s'appelle L'art de ne pas dire. C'est tous les samedis et dimanches soirs au Théâtre du 13e Art à Paris. Tous les dimanches et lundis. Tous les dimanches et lundis, effectivement, mais aussi en tournée un peu partout en France jusqu'en avril 2026 pour l'instant. Il y a vraiment beaucoup de dates. Et puis tu es aussi streamer sur Twitch. Tous les lundis, mercredis et vendredis matin, tu décryptes le langage obscur et les coups fourrés verbaux de nos responsables politiques. Donc un emploi du temps bien chargé. Merci d'avoir trouvé le temps de venir refaire le monde avec nous. Je crois qu'on en a bien besoin en ce moment avec tout ce qui se passe. Tu le disais, hein, l'actualité qui s'accélère, le fascisme qui avance à grands pas, la guerre maintenant aussi qui est sur toutes les bouches. Toi, tu le disais, ouais, comment tu te sens dans cette époque profondément angoissante? Est-ce que c'est surtout de l'anxiété? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des angoisses évidemment et elles s'accumulent comme je le disais, mais ce qui compte derrière c'est ce que l'on en fait. Est-ce qu'on se laisse paralyser par ces angoisses, paralyser par sa peur, par l'idée que tout va mal et semble aller peut-être de plus en plus mal. Alors il faut faire attention d'ailleurs à cette impression, il y a une impression subjective de vivre un âge troublé par rapport à l'âge d'or d'hier, et en fait ce discours-là on le retrouve tous les 50 ans évidemment. Cela étant dit, il y a effectivement des moments où l'histoire semble s'accélérer et s'accélérer parfois pour le pire et je pense qu'on est dans un de ces moments. Après donc la question c'est de savoir ce que l'on en fait. Moi je suis plutôt de ceux qui pensent que l'anxiété elle trouve un exutoire et une forme de résolution dans la lutte et dans le fait d'essayer de reprendre le contrôle à sa propre échelle, à sa petite échelle de son existence collective, s'engager pour un commun, faire en sorte de faire vivre le débat public et c'est ainsi que voilà on sort de cette confrontation avec l'actualité peut-être un peu moins paralysé et un peu plus en mouvement. Eh ben, ça tombe bien, en tout cas on va parler longuement, mais il faut que tu saches que dans Demain le Monde on a une tradition, c'est qu'on évacue nos émotions contraires en tout début d'émission, les hypes comme les seums, et on va commencer tout de suite avec toi Louisa. Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né. Alors Louisa, qu'est-ce qui t'a foutu le seum ces derniers temps? Alors mon seum, moi, c'est de ne plus entendre parler de Mayotte depuis le cyclone Chido en décembre 2024. Alors cette île française, pour vous rappeler un petit peu où elle se situe, c'est dans l'océan Indien. Et Mayotte subit depuis longtemps déjà les conséquences du dérèglement climatique et ça ne fait que de s'intensifier. On l'a vu avec le cyclone qui a ravagé l'île et c'est parce que c'est parce que c'est le résultat de décennies d'inaction et de sous-investissement, notamment dans le logement. Les 3/4 des habitations sont en tôle sur l'île, sans aucune protection contre les tempêtes, parce que c'est possible de construire en tôle en protégeant, mais à Mayotte évidemment c'est pas du tout le cas. Et si on veut utiliser de la tôle, il faut mettre en place des choses.
Ce qui fait que les habitats sont particulièrement vulnérables, il y a un manque de considération sur la gestion des risques naturels dans les politiques publiques. Résultat, dès que le vent se lève, tout s'envole, les toits sont arrachés, les murs s'écroulent et les familles se retrouvent très vite à la rue. Pas besoin d'être expert pour comprendre que le problème c'est plus profond qu'une simple histoire de météo ou qu'un simple cyclone isolé. Et pourtant, ça fait des années que des scientifiques préviennent, le niveau de la mer monte, les mangroves disparaissent, la sécheresse s'installe sur l'île et au lieu d'anticiper, on laisse couler. Résultat, l'eau manque, les sols s'effondrent et les Mahorais trinquent encore plus fort. Alors c'est quoi la suite aujourd'hui ? Il y a un grand plan qui a été annoncé par le gouvernement Bayrou, tout juste élu, pour justement reconstruire l'île, reconstruire en solide. Mais aujourd'hui, j'ai du mal quand même à trouver des news sur le sujet. Clément, je sais que tu as travaillé avec un député mahorais, je crois, au tout début de ta carrière. Tu connais cette vulnérabilité de l'île ? Oui, bien sûr, c'est absolument terrible. Le plus terrible, c'est que tu as parfaitement raison, on n'en parle plus du tout de cet ouragan Chido qui a dévasté l'île. On n'a même pas de bilan, on n'en aura de toute façon jamais de bilan officiel, puisqu'on sait que de nombreuses personnes qui ont été victimes de cet ouragan et qui probablement, hélas, pour une partie d'entre elles sont décédées, étaient sans papier, étaient présentes sur le territoire sans papier. Et donc, sans doute ont-elles été enterrées, on le sait que ça s'est produit, enterrées en marge de cérémonie officielle et surtout en marge de comptabilité officielle des décès. Donc c'est terrible que l'on en parle si peu, on en a parlé un petit peu, mais au regard de la catastrophe que ça a été, je trouve que ça reste un sujet qui a été sous-investi cruellement. Et la situation mahoraise, elle est incroyablement complexe. Il y a, tu as parfaitement raison de le dire, un sous-investissement patent de la République française, de la France métropolitaine dans l'île de Mayotte, qui est laissée à elle-même et qui, même si, et c'est là où la réalité est complexe, même si le niveau de vie des Mahorais s'est accru considérablement depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, dépassé, et c'est une des problématiques, dépassé de beaucoup le niveau de vie de la région et notamment le niveau de vie des autres îles des Comores. Cela reste au regard de la République française un sous-investissement terrible. À Mayotte, les gens n'ont pas l'eau potable tous les jours. Il y a plusieurs journées dans le mois, parfois dans la semaine, où l'eau est coupée. Donc il faut se rendre... Et c'est la République française. Et donc c'est insupportable de laisser des compatriotes dans cette situation aussi loin, en les regardant avec un tel regard de dédain, de désintérêt. Moi, ça m'est insupportable. En même temps, il faut dire aussi que Mayotte est dans une situation de toute façon qui est structurellement complexe par sa relation avec les autres îles des Comores. La thématique de l'immigration, qui en effet est pour le coup une vraie problématique. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que celles et ceux qui agitent l'immigration en disant regardez, c'est le plus gros problème de la France. Et tous les sociologues et démographes répondent non, ça va. Notre problème, c'est plutôt, notre problème, si c'en est un, c'est plutôt qu'on n'est pas tant que ça une terre d'immigration au regard de la place de la France en Europe et du nombre de personnes qu'elle accueille sur son territoire. Par contre, à Mayotte, oui. À Mayotte, la question mais à Mayotte, il faut se rendre compte que pour arriver à Mayotte depuis l'île des Comores la plus proche, qui est l'île d'Anjouan, c'est 70 km, ça se fait en barque. Donc, et sauf que toute cette histoire-là, évidemment, c'est traité par les responsables politiques aujourd'hui du plat de la main en disant il faut mettre des barrières, il faut renvoyer les gens chez eux, on tape sur la table, on gonfle les muscles, alors que derrière ce qu'il y a, c'est aussi l'histoire d'une décolonisation complexe entre Mayotte, les Comores, les 3 autres îles des Comores qui ont choisi de prendre leur indépendance dans un contexte particulier. Et tout ça fait qu'il faudrait des discours et des actes un peu plus fins et que les coups de menton qu'on a actuellement, hélas. Ici, on va rester clairement partagé en tout cas. On va rester très vigilant sur ce qui se passe à Mayotte et on vous en reparlera peut-être. Toi, Val, je crois que tu avais un truc qui t'a hypé. Ouais, moi ce qui m'a hypé, c'est 2 prises de parole dans le monde du cinéma. Le 28 février dernier, c'était la 50e cérémonie des Césars et le réalisateur Gilles Perret, qui était en compétition avec son film La ferme des Bertrands, a gagné le César du meilleur documentaire. Il en a profité pour prononcer ce discours. Ce César m'incite à continuer dans la voie que j'essaie de tracer, c'est essayer de rendre visibles les invisibles. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres. Dans un pays où les dirigeants, pour rester en place et pour ne pas contrarier les puissants, préfèrent s'allier à l'extrême droite fasciste plutôt que de poser la question du partage des richesses et de la protection de la planète.
Alors par souci de temps, on peut pas le passer en entier, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube évidemment. Alors c'est pas forcément un discours révolutionnaire, mais ça fait du bien de l'entendre, surtout venant d'un lieu aussi prestigieux que la cérémonie des Césars. Et ce discours, il résonne aussi avec un autre venu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est celui de l'immense actrice Jane Fonda lors des SAG Awards 2025. Donc pareil, une cérémonie qui récompense le cinéma américain cette fois-ci. Et Jane Fonda, dans l'Amérique de Trump, elle a quand même osé dire ça. Make no mistake, empathy is not weak or woke. And by the way, woke just means you give a damn about other people. Alors pour les moins anglophones d'entre nous, on traduit. Ne vous trompez pas, avoir de l'empathie, ce n'est pas être faible ou woke. Et d'ailleurs, être woke, ça veut juste dire en avoir quelque chose à foutre des autres. Voilà, donc Trump appréciera. En tout cas, c'est deux discours qui m'ont profondément hypé. Je sais que parfois on dit que c'est pas forcément le rôle des artistes de s'engager, de s'impliquer politiquement. Mais dans l'époque profondément anxiogène et violente dans laquelle on vit, avoir des artistes qui prennent le parti du collectif, de l'écoute, de la solidarité, ça fait vraiment du bien. Et ça prouve qu'on n'est pas condamné à glisser lentement et collectivement vers l'ignorance et la brutalité. Toi Clément, t'en penses quoi? Est-ce que c'est le rôle des artistes aussi de prendre la parole sur ces sujets? Est-ce que toi ça te fait du bien quand t'entends ce genre de discours? Oui, ça fait évidemment toujours du bien d'entendre des discours engagés de la part d'artistes. En même temps, c'est un piège rhétorique, le discours lors d'une cérémonie de remise de prix, parce que le contexte même de la cérémonie, le fait que ce soit très médiatisé, le fait que ces discours prennent part dans le lieu de la bourgeoisie culturelle en France ou aux États-Unis, vide intrinsèquement ces discours de leur portée subversive. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que tout à la fois on peut se dire c'est bien que les artistes s'engagent, c'est bien qu'ils utilisent ce temps de parole, pas simplement pour se regarder le nombril, se remercier. Faut qu'ils le fassent ailleurs que dans cérémonie aussi, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est un peu cela, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, déjà d'une part, tu as toujours le soupçon ou la petite musique ou la petite idée dans la tête que peut-être quand même il y a des problématiques d'image derrière. C'est-à-dire qu'on sait bien que il y a de l'engagement, certes, donner de la voix, c'est bien. Aux États-Unis, s'engager contre Trump aujourd'hui, c'est pas tout à fait anodin quand même, dans un pays qui est en glissement sur une pente fasciste. Et en même temps, c'est aussi une manière de se construire de l'éthos, de se construire de la notabilité, de la respectabilité, de se donner l'image de quelqu'un d'engagé et de le faire à assez peu de frais, puisque tout ce que ça demande, c'est d'ouvrir sa gueule pendant une minute en portant une jolie robe ou un joli costume. Donc après là, en l'occurrence, c'est deux artistes vraiment engagés. Mais en l'occurrence, voilà, c'est deux artistes dont les engagements sont connus de longue date. Une fois que j'ai fait le râleur et le grincheux, on peut aussi dire que c'est mieux que rien, et que pour quelques artistes qui choisissent d'utiliser ce temps de parole pour cela, combien qu'ils ne disent rien. Donc c'est une problématique qui est toujours difficile, je trouve. Et ce soir, pour refaire le monde avec nous, on a le grand plaisir d'être avec Clément Viktorovitch. Alors Clément, dans cette émission, on s'intéresse à l'engagement, au fait de se sentir concerné par le devenir du monde, notamment sur les questions écologiques, mais aussi de justice sociale, d'égalité. Et ce souci-là, en général, il a souvent un point de départ. Des fois, on appelle ça le déclic. Toi, à quel moment ça t'est venu, ce truc-là? C'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic. Chez moi, il y a plutôt eu des prises de conscience successives. C'est vrai que la question de l'écologie, par exemple, c'est quelque chose que dans mes premières années de vie et même dans mes premières années d'engagement citoyen, non pas politique, mais citoyen, je voyais ça d'un peu loin en me disant oui, la planète, soit d'accord, mais la justice sociale, mais les inégalités, mais les structures de domination à travers le travail au sein des entreprises. Et puis, un jour, j'ai regardé les chiffres, tout simplement. J'ai mis le nez dans les données au moment de la publication d'un des rapports du GIEC. Et là, il y a eu une vraie prise de conscience de se dire, ah non mais d'accord, non mais en fait, c'est vraiment... C'est vrai, voilà, c'est ça, c'est vraiment urgent. C'est devant nous, c'est devant nos yeux. Et puis c'est lié à ce que tu dis aussi sur les structures de domination, les problématiques de travail, etc. Tout forme un peu un tout quelque part. Oui, bien sûr, évidemment, et effectivement. Et derrière, quand tu rentres dans la question, à travers, encore une fois, la lecture de papiers, de rapports, j'ai assisté à pas mal de conférences, tu te rends compte que oui, effectivement, tout est lié. Et que les questions économiques, le libre-échange, le capitalisme, pour le dire de manière générale, étaient une cause et une corrélation intrinsèque de la destruction de la nature et de la biodiversité. Mais donc voilà un déclic, mais il y en a eu de nombreux. Tant qu'il serait difficile de les lister. Moi, par exemple, j'ai eu un déclic très fort avec le
le premier mouvement MeToo, où comme beaucoup d'hommes, je suis tombé de ma chaise en me disant ah bon, mais d'accord, donc c'est ainsi en fait, c'est une généralité et toutes les femmes ou presque ont connu des situations d'agression, d'insultes, voire pire. Et puis cette prise de conscience, par exemple, elle s'est réapprofondie très récemment quand j'ai vu au gré de quelques affaires d'agression qui ont été révélées récemment, par exemple les agressions présumées de l'humoriste Seb Melia. Moi, je pensais que c'était bon, que bon, MeToo, c'est bon, on avait intégré les agressions, bon. Et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que pas du tout, que en fait les hommes continuaient de ne pas prendre la parole, que seules les femmes en réalité prenaient la parole sur ces sujets et que les hommes restaient bien confortables. Donc j'ai essayé moi de prendre la parole comme je le pouvais sur ces sujets, en prenant conscience justement que le chemin n'était pas fini. Et je pourrais parler ainsi de tous les sujets, c'est-à-dire que pour moi, c'est moins un déclic que des prises de conscience successives. J'essaye d'élargir progressivement mon appréhension justement des différentes structures de domination, d'accepter l'idée qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai été longtemps très ignorant et que c'est pas grave, mais qu'il faut essayer de s'assouplir un peu et de comprendre ce qui se passe, la thématique des enjeux, les discriminations que subissent par exemple les personnes transgenres. C'est un sujet qui m'a pas concerné pendant très longtemps, que je regardais de loin en me disant bon, c'est un peu étrange tout ça, ça ne me concerne pas du tout. Et puis au gré de quelques discussions, là aussi je me suis dit non, mais en fait c'est une véritable problématique et elle touche des gens et elle touche dramatiquement. Et quand on voit aujourd'hui précisément comment les personnes transgenres font l'objet d'attaques qui ne sont absolument pas anodines aux États-Unis comme ici, j'ai fini par me dire que là il y avait bien un point d'attaque, un point d'accroche du discours réactionnaire. Donc j'essaye d'élargir comme ça ma sphère de conscience progressivement. Je prétends pas du tout être exemplaire encore aujourd'hui. Je pense que j'ai de nombreuses prises de conscience à avoir dans les années qui viennent. Et c'est vrai que parfois, on observe aussi des avancées. Et comme on peut le voir avec Trump aujourd'hui, tu parlais de la question trans. Aujourd'hui, on observe aussi pas mal de recul sur tout ça. Toi, tu le vois comment ? Il y a un backlash qui est plus qu'un backlash. Il y a une offensive réactionnaire aux États-Unis et qui précisément attaque en premier lieu, on le voit, les personnes, d'une manière générale, la communauté LGBTQI+. Ça commence par les personnes transgenres, mais on voit bien que les personnes homosexuelles sont visées, les femmes plus généralement également. Donc on voit bien qu'en effet, il y a une offensive réactionnaire aux États-Unis. On en ressent d'ores et déjà les échos ici même en France, avec des discours extrêmement violents sur la communauté des personnes trans notamment, qui est la communauté la plus facile à attaquer, parce que peut-être celle que chacun et chacune d'entre nous, précisément, côtoyons le moins. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et c'est aussi cela, ça passe par l'interpersonnel, je pense qu'on est nombreuses et nombreux, presque, je ne vais pas dire tous les Français et toutes les Françaises, mais on est nombreuses et nombreux aujourd'hui à côtoyer des personnes qui sont ouvertement homosexuelles ou qui appartiennent ouvertement à la communauté LGBT. Et donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. On voit d'ailleurs que les remous qui avaient provoqué à l'époque l'ouverture du mariage aux couples de même sexe ne sont presque éteints aujourd'hui. Par contre, on est un peu moins nombreux à côtoyer au quotidien des personnes trans, et donc c'est plus facile d'aller chercher à leur sujet des préjugés, d'aller activer à leur sujet des émotions de dégoût, de peur chez la population. Et ça, on le voit ici même en France. Donc il faut être excessivement vigilant. C'est-à-dire que je parlais de backlash, c'est pire que du backlash. C'est pas simplement que dans les luttes, il y a des mouvements de repli. C'est que là, il y a une authentique offensive réactionnaire. On la voit aux États-Unis, on la voit dans la Russie de Vladimir Poutine, on la voit dans la Hongrie de Viktor Orban, et hélas, on en a déjà les échos ici même en France, y compris chez certains membres du gouvernement. Il y a qu'à voir le torchon transphobe, qui était le livre Transphobia, je crois, en tout cas le livre de Stern et Moutot. Il suffit de voir combien de membres du gouvernement en ont fait l'éloge pour se rendre compte que ce que connaissent les États-Unis, ça pourrait nous arriver et beaucoup plus rapidement qu'on le croit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut changer le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on veut en inventer un plus durable, plus soutenable pour tous, l'engagement individuel ne suffira pas. Il y aura des décisions collectives à prendre, des choix politiques à faire. Et justement, en parlant de politique, aujourd'hui, on préfère nous parler de voile, de réarmement, de démembrement des services publics, mais pas beaucoup de justice sociale ou d'écologie. Donc on a décidé, Clément, de te proposer de constituer ton propre gouvernement.
Ok. Cette nuit, Emmanuel Macron, entre un coup de fil à Donald Trump et un autre à Vladimir Poutine, a pris le temps de jeter un œil à la chaîne YouTube d'un certain Clément Viktorovitch. Il a constaté les lacunes dans le discours de son Premier ministre François Bayrou, estimant à juste titre que c'est un peu l'archouma pour la nation. Il le convainc de démissionner et te nomme à sa place. Clément Viktorovitch, te voilà Premier ministre. On veut savoir qui tu mets dans ton gouvernement et pourquoi, sauf qu'on te rajoute une petite difficulté, tu n'as pas le droit de citer de personnalité politicienne. Alors pour commencer, qui tu mettrais à la transition écologique ? Alors, ce qui m'intéresse, c'est moins les noms que les profils. Je pense qu'à la transition écologique, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait mettre quelqu'un qui ait un engagement de longue date sur le sujet et qui connaisse les données, qui soit confronté au rapport des chercheurs et qui sache de quoi il ou elle parle. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut mettre quelqu'un de jeune. Parce qu'à un moment donné, confier... Enfin, il y a aussi... Pouvoir se projeter, évidemment. Ben voilà, c'est ça. Il y a aussi une problématique d'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, confier le ministère de la Transition écologique à des personnes qui ont 50, 60, 70 ans, non que ces personnes ne puissent être d'expérience avec un point de vue affûté sur le monde, et non qu'on ne puisse s'engager pour l'écologie passé un certain âge. Mais ce serait bien de donner aussi la parole dans ce ministère à des concernés directement, c'est-à-dire celles et ceux qui auront à vivre dans le monde que nous leur laissons. Donc voilà, alors le nom qui vient, c'est par exemple une militante activiste sur le climat, comme pourrait l'être Camille Etienne, par exemple. Mais c'est moins une question de personne encore une fois, qu'une question de profil. C'est pas la première fois qu'on elle est plébiscitée, vraiment, Camille Etienne, si tu nous écoutes. Par être nominée. Et tu mettrais qui au ministère de la Culture ? Au ministère de la Culture, je pense que déjà, premièrement, j'essaierais de mettre quelqu'un qui ne vient pas d'une éducation, d'une famille et d'un milieu bourgeois. Parce que ce serait bien que le ministère de la Culture, ce ne soit plus seulement, ça n'est déjà plus le cas et depuis un moment, mais je pense qu'énormément d'efforts peut encore être fait. Ce ne soit plus seulement le ministère de l'opéra et de la comédie française, nonobstant tout le respect et l'amour que j'ai et pour l'opéra et pour la comédie française. Donc je pense que déjà, d'une part, il faudrait aller chercher quelqu'un qui vient d'un milieu culturel qui ne soit pas bourgeois, et puis je pense qu'il faudrait aller chercher par ailleurs une femme qui s'est engagée contre les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est aussi à cela qu'est confronté aujourd'hui le monde de la culture dans son ensemble. On pensait avoir fait le tour de MeToo, et j'en parlais il y a quelques instants, les nouvelles vagues de révélations et de prise de conscience ne cessent de se succéder. Donc quelqu'un comme, je sais pas, Adèle Haenel, Corinne Massiero, même pourquoi pas Virginie Despentes, je pense que voilà, des femmes qui pourraient faire avancer les choses, tout en apportant un point de vue qui soit autre que le point de vue bourgeois qu'on a actuellement à ce ministère. Et à l'éducation nationale, tu mettrais qui ? À l'éducation nationale, moi j'aimerais mettre un sociologue de l'éducation, un ou une sociologue de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, la problématique principale de l'éducation nationale, c'est les inégalités de destin, c'est la ségrégation scolaire, c'est le fait que quand on a la chance de naître à Paris, dans une famille qui a un appartement par exemple dans le 5e arrondissement, mécaniquement comme ça, le lycée public du coin, c'est quoi ? C'est Louis le Grand ou Henri IV, c'est-à-dire vraiment des institutions de reproduction bourgeoise. On est dans le public, mais on a absolument tous les privilèges. On vit dans des lieux qui sont classés au patrimoine national, avec les professeurs qui sont des professeurs agrégés, très souvent docteurs, en fin de carrière, alors que quand on est à Aubervilliers, quand on est à Pantin, à Stein, là, tout d'un coup, on accourt dans des établissements en préfabriqué, avec des professeurs qui, très généralement, et là encore, en dépit de leur engagement et de leur volonté de bien faire les choses, je connais bien les professeurs qui officient dans l'éducation nationale, mais qui sont très souvent en début de carrière, envoyés en banlieue parisienne ou en banlieue marseillaise d'ailleurs, pour faire leurs armes, et qui donc ont moins d'expérience. Bon, on voit bien que là, les inégalités, elles sont insupportables. Et ça, ces questions-là, elles sont sans parler, et je ne me lance pas là-dessus, sans parler de l'inégalité entre le public et le privé, avec le privé qui est aujourd'hui massivement une manière pour les élites d'échapper à la carte scolaire, pour, là encore, participer à une institution de reproduction bourgeoise. Ces thématiques-là, c'est vraiment les thématiques principales auxquelles est confrontée, je crois, l'éducation nationale aujourd'hui. Jamais un ministre de l'Éducation ne s'y confronte, précisément parce que, quand le ministre de l'Éducation, c'est Gabriel Attal, qui a fait toute sa scolarité dans un des établissements privés de reproduction sociale en France, qui est, je crois, l'école alsacienne, quand c'est Amélie Oudéa-Castéra qui a mis ses enfants à l'école, à l'établissement Stanislas à Paris, on voit bien qu'ils ne vont pas s'attaquer à ces questions-là d'inégalité scolaire. Donc, mettons quelqu'un comme François Dubet, comme Camille Penny, et peut-être qu'enfin, on s'attaquerait à ce qui, pour moi, est le vrai et le principal problème de l'éducation nationale. Louisa, on en voit passer des gouvernements, mais je crois que celui-là, il est bien solide. Il est bien solide. À bon entendeur, surtout.
Alors Clément, il faut quand même qu'on parle un petit peu de rhétorique. Et en plus, en matière d'écologie, il y a pas mal de choses à dire, notamment sur la façon dont on essaye de décrédibiliser ce combat-là dans le langage politique. Ces dernières années, on a eu droit aux Gaulois réfractaires, aux Amish, le retour à l'âge de pierre, évidemment, le grand classique. Est-ce que tu as l'impression qu'on essaye de nous empêcher de penser l'écologie justement avec des termes épouvantails, un peu comme ça? Oui, bien sûr, le pire et le plus offensant étant bien sûr le mot d'éco-terroriste, qui est absolument terrible et une injure à l'intelligence. On avait essayé de le déconstruire à l'époque en montrant combien est-ce que ce qu'on a qualifié d'éco-terrorisme, c'est-à-dire des gens qui ont quand même à coups de pioche s'attaqué à des bassines, était très loin de toute définition légale du terme. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, précisément, le mot écologie est devenu un poncif politique. C'est-à-dire qu'il n'existe plus aujourd'hui un seul homme politique ou une seule femme politique qui ne s'en réclame pas. Pour une raison simple, c'est que malgré tout, la pédagogie a fini par faire son œuvre et aujourd'hui, tout le monde se rend compte, modulo les 2-3 réfractaires. Voilà, c'est ça. Modulo les 2-3 climato-sceptiques qui restent, mais sinon, tout le monde a compris qu'il y avait un authentique problème. Donc, les responsables politiques ne peuvent plus se permettre de disqualifier l'écologie parce que ça les discréditerait directement. Et donc, ce qu'ils et elles ont fait, en tout cas une partie d'entre eux, c'est de neutraliser l'enjeu écologique. Donc, tout le monde se revendique de l'écologie, mais attention, on veut bien être écolo tant que l'écologie ne bouleverse rien, ne bouleverse aucunement nos structures, nos modes de vie, notre confort, nos modes de production, nos modes d'échange, notre industrie. Voilà. Tant que l'écologie est totalement neutralisée, inutile et inefficace, là on veut bien être écologique. Et donc ça passe par en effet un tour de passe-passe rhétorique qui est ce qu'on appelle l'adjectivation, c'est-à-dire que tout le monde se dit écologiste, mais quelle écologie? Et c'est là qu'on a la fameuse écologie du quotidien qu'on oppose à l'écologie punitive. Il ne faut pas une écologie punitive, il ne faut pas une écologie décroissantiste, il faut une écologie du quotidien, il faut une écologie des solutions. Voilà, la fameuse écologie des solutions. Bon, tout ça, en fait, ce sont des adjectivations pour créer des frontières absolument fallacieuses au sein du concept, en faisant mine de se revendiquer de l'écologie, alors que tout ce qu'on veut faire, c'est la neutraliser. Parce que le fait est que, quand on suit le discours des scientifiques sur la question, on voit bien qu'il va falloir faire des efforts, mais alors considérables, que c'est bien notre mode de vie, nos modes de production, nos modes d'échange qui vont être concernés et qu'on devra en passer par là si on veut être sérieux et conséquent en matière d'écologie. Et donc, évidemment, c'est le fameux dicton, pour que rien ne change, il faut que tout change. Et donc, aujourd'hui, celles et ceux qui n'ont absolument aucune envie de faire quoi que ce soit en matière d'écologie s'en revendiquent précisément pour la neutraliser. Et aujourd'hui, défendre le progressisme, l'antiracisme, la diminution des inégalités, le féminisme et l'écologie, comme on en parle à l'instant, c'est devenu juste woke. Et évidemment, woke, c'est devenu un gros mot. Ce que certains appellent le wokisme, c'est vraiment l'épouvantail suprême, comme pouvait l'être le communisme à une certaine époque. Comment on combat ce truc-là? Oui, c'est terrible, cette construction en effet de mots épouvantail. Et alors il y a un mouvement qu'on n'a pas suffisamment vu, je crois, et je me mets dedans. C'est le mot wokisme est venu remplacer un autre mot qui, lui, a été largement disqualifié, qui est le mot d'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que quand on regarde l'apparition du terme, c'est au moment où la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, demande au CNRS un rapport sur l'islamo-gauchisme dans les universités, et le CNRS répond « On ne peut pas vous faire ce rapport parce que le concept n'a aucun sens, ça n'existe pas, il n'y a pas d'études, donc on ne peut pas étudier quelque chose qui n'existe pas », que tout de même, on s'est rendu compte évidemment de la fantaisie et de l'arnaque absolue qu'était ce terme. Et il a été remplacé par wokisme. Là où tu as raison et où en fait, je pense qu'on n'a pas vu à quel point est-ce que cette substitution était plus dangereuse et perverse que ce qu'on croyait, c'est que le mot wokisme, il n'est pas utilisé seulement pour discréditer la gauche d'une manière générale. La gauche, du moins, à tout le moins, les militants et militantes, tu l'as dit, antiracistes, féministes, écologistes, qui luttent pour la justice sociale. Ce mot de wokisme, précisément, il vient discréditer les luttes dans son ensemble. C'est pas seulement le mot que l'on jette au visage de la France insoumise, du Parti socialiste ou des écologistes. C'est vraiment un mot qui discrédite les luttes dans son ensemble. Et quand on prétend en effet lutter pour la justice sociale, on devient un wokiste. Alors, comment faire? Il y a toujours deux solutions. La première, c'est la déconstruction du terme, sa dénonciation, le fait de rappeler ce qu'il y a derrière en disant non, wokisme, ça n'existe pas. Par contre, oui, je suis un militant antiraciste, oui, je lutte pour plus de justice sociale, je lutte pour plus de partage du pouvoir entre les citoyens. Bon, on voit bien que cette stratégie, elle marche moyennement.
l'autre stratégie, et elle est à l'œuvre en même temps, c'est la réappropriation, le renversement de stigmates et le fait de se revendiquer woke en disant bah écoutez oui, si le wokisme en effet c'est lutter pour plus de justice sociale, les luttes antiracistes, les luttes féministes, oui je suis woke, je m'en revendique, il n'y a pas de problème. Malheureusement quand on voit la puissance de ce terme là encore aux États-Unis, on se rend compte que hélas la propagande fonctionne bien. Clément, c'est hyper angoissant tout ce que tu nous dis. Je parle trop. Et en même temps, tu vois, il y a dans notre génération, même si c'est pas uniforme, on voit que la jeunesse, elle aspire quand même globalement à une société plus antiraciste, plus féministe, plus écologique. Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre les rênes de la politique et surtout la prendre des mains des boomers qui nous dirigent en fait? Alors, j'ai une solution à proposer. Je n'ai pas la voie de passage pour y parvenir. Mais cela fait maintenant plusieurs mois que je milite, je le dis très clairement, je pense que les institutions de ce que l'on appelle notre démocratie représentative ont fait leur temps. Je le pense pour plein de raisons, des raisons politiques dans lesquelles je ne rentre pas. Je pense que l'instabilité gouvernementale que l'on connaît aujourd'hui, je vois mal comment elle va s'atténuer à l'avenir, y compris après de nouvelles élections législatives comme présidentielles. Donc déjà, je pense qu'à un moment donné, la question de repenser nos institutions va se poser. Mais au-delà, il me semble qu'aujourd'hui, il est temps de proposer un autre modèle de démocratie. Tout le monde a compris désormais que la démocratie représentative était finalement bien peu démocratique, que la souveraineté populaire, ce bel idéal d'un peuple qui s'autogouverne, qui décide pour lui-même et par lui-même, que cet idéal était bien loin des réalités. Or, on sait comment faire. C'est-à-dire qu'un peuple qui s'autogouverne, on sait comment, en tout cas, tendre vers cet idéal. Et il y a plein de choses que l'on peut instaurer. Un Sénat citoyen tiré au sort, par exemple, pour en finir avec cette chambre dont le mode de scrutin est obscur et au-delà d'être obscur, est contestable, peuplé de sénateurs, sénatrices qui, pour une bonne partie d'entre eux et d'entre elles, sont de grande qualité. C'est des élus qui travaillent beaucoup, qui ont du savoir, mais qui malgré tout sont d'un certain âge. Bon, on pourrait imaginer un Sénat qui serait tiré au sort parmi les citoyennes et les citoyens et qui serait donc représentatif de la sociologie des Françaises et des Français, et où chacun et chacune d'entre nous pourrions nous sentir non pas représentés, mais voir des personnes qui nous ressemblent débattre des problèmes politiques. On pourrait imaginer des conventions citoyennes, comme l'a été la Convention citoyenne pour le climat, tirée au sort sur tous les sujets d'importance nationale. Avec là aussi, si on les médiatisait, si on les publicisait, l'Assemblée nationale serait forcée d'en tenir compte. On pourrait imaginer, ça c'est mon grand truc, des agoras citoyennes dans tous les quartiers, dans toutes les villes, un peu partout. Regardez ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, il y a eu les Champs-Élysées, il y a eu des affrontements avec la police, mais il y a surtout eu les ronds-points. Moi, ça me passionne ce qui s'est passé sur les ronds-points. Les gens se sont rassemblés. Ils descendaient dans la rue pour la question la plus rudimentaire qui soit. L'essence est trop chère. C'est une vraie question, mais c'est la question politique la plus rudimentaire qui soit. Ils ont papoté ensemble pendant 2 mois. Pendant 2 semaines. De quoi se sont-ils rendus compte? Que leurs problématiques, qu'ils pensaient être individuelles. Ils se disaient, moi, j'ai des petites humiliations, des difficultés au quotidien. J'arrive pas à payer à ma fille les jouets qu'elle veut. J'arrive plus à sortir au restaurant avec mon mari ou avec mon épouse. Et les gens pensaient, voilà, c'est peut-être que j'ai pas assez bien travaillé, c'est peut-être que j'ai pas assez fait d'efforts, c'est peut-être que j'ai pas fait les bons choix. Et tout d'un coup, les gens, ils descendent sur les ronds-points. Et qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Que ces difficultés, ces humiliations individuelles, en fait, elles sont collectives. En fait, tout le monde a les mêmes problèmes. Et si tout le monde a les mêmes problèmes, c'est que c'est pas des défauts d'individus singuliers. C'est que c'est des pesanteurs sociales, des structures sociales qui aliènent les individus. Et donc ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée du commun, ça crée de la politisation à vitesse grand V. En 2 semaines, les gens étaient descendus dans la rue pour protester contre l'essence. Ils demandaient le référendum d'initiative citoyenne, ils voulaient de la démocratie participative. Bon ça s'est fait sur les ronds-points. Pourquoi est-ce qu'on institutionnaliserait pas des maisons du peuple, des agoras citoyennes, où les gens pourraient se rassembler et parler politique dans leur quartier, avec leurs voisins, leurs voisines? Bref, instaurer du débat partout, repenser nos institutions pour qu'elles soient plus délibératives, c'est possible, et c'est assez simple. Il suffit de rassembler une assemblée constituante pour que, tirée au sort évidemment, pour que les citoyennes et les citoyens réécrivent ensemble leur constitution, leurs institutions, et là, on résoudrait plein de problèmes, et notamment, et j'en finis par là, je sais que je suis trop long, et notamment les questions écologiques, parce qu'on voit bien aujourd'hui la résistance qu'il y a. Parce que évidemment qu'on se heurte, quand on veut prendre des décisions écologiques vigoureuses, conséquentes, on se heurte à tous les lobbies capitalistes qui voient d'un bien mauvais œil les structures de production, d'échange et de mode de vie être bouleversées. Bon, alors que si c'était des citoyennes et des citoyens qui s'emparaient de ces questions-là, alors peut-être résisteraient-ils et elles mieux à l'influence des lobbies. Donc vous voyez que cette question démocratique, elle est centrale, et selon moi, c'est celle qui permettra de résoudre toutes les autres difficultés, tous les autres enjeux cruciaux auxquels nous sommes confrontés et qui aujourd'hui sont des points bloquants.
Et si vous avez écouté les précédentes émissions, vous avez compris qu'ici, dans Demain le Monde, on est persuadé que la culture, elle peut nous aider à bâtir un monde plus durable, plus vivable pour tout le monde. Et toi, Clément, tu participes à tout ça, notamment avec ton spectacle L'Art de ne pas dire. C'est un seul en scène où tu racontes comment le langage a été détruit et vidé de son sens dans le champ politique ces dernières années. Alors, il faut s'accrocher un peu pour suivre, mais on en ressort grandi avec des nouvelles idées, une vision un peu critique du monde quand même. Mais ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on peut consommer aujourd'hui, que ce soit les séries qu'on consomme rapidement, que les publicités, enfin tout ce qui attire notre attention et qui se consomme très rapidement. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire le pari de l'intelligence ? Et précisément pour cela, parce que les enjeux que j'avais à traiter et qu'on a abordés dans cette émission, l'idée que le langage est en pleine destruction, que les discours politiques se sont décorrélés du réel et que ce que cela autorise, c'est la pente fasciste, puisque à partir du moment où on peut dire tout et son contraire, alors tout peut se produire en politique, y compris le pire. Je voulais parler de cela, expliquer que notre démocratie passe aussi par la langue et ces enjeux, ils sont tellement existentiels, ils sont tellement profonds que oui, en effet, 3 minutes de chronique dans une émission, c'était sans doute pas suffisant. Et donc j'ai fait le choix de la création artistique, d'une pièce de théâtre où j'incarne un personnage. Je passe de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt que d'expliquer cette destruction du langage, je la montre et nous la montrons avec mon co-auteur et metteur en scène Ferdinand Barbet. On montre cette destruction en incarnant son auteur, le conseiller en communication du président. Et c'était important de le faire au théâtre parce que c'est le lieu justement, comme tu le disais, où on se rassemble, où notre cerveau n'est pas écartelé entre l'écran de la télévision, celui de notre ordinateur, celui de notre portable et les réseaux sociaux dont les notifications ne cessent de s'accumuler. Dans une salle de théâtre, on est vraiment dans le moment et on écoute. Exactement, on est plongé dans le noir, et les esprits sont tendus vers le plateau et on peut réfléchir ensemble pendant 1h30 et c'est devenu incroyablement précieux de pouvoir se poser collectivement à plusieurs centaines, plusieurs milliers même parfois pendant 1h30 pour essayer de réfléchir à un enjeu. Et donc cela ne pouvait selon moi, selon nous, ne se passer qu'au théâtre. Et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir défendre cette pièce qui n'est pas qu'une fiction, c'est aussi une contribution que j'essaye de verser au débat public. Et en tout cas, on vous conseille, avec Louisa, on est allé le voir et c'était vraiment chouette. Clément, j'ai une mauvaise nouvelle, on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitch tous les lundis, mercredis et vendredis matin pour décrypter l'actualité politique et médiatique. Là, tu as le temps de parler vraiment en longueur. Tu joues aussi ton spectacle L'Art de ne pas dire, c'est tous les dimanches et lundis soirs au Théâtre du 13e art à Paris. Il y a aussi toute une tournée en France jusqu'en 2026, donc prenez vos places, vraiment, on vous le recommande. Demain, on sera avec Thomas Porcher. Ouais, c'est un économiste spécialisé sur les questions d'énergie. Il fait partie du collectif Les Économistes Atterrés. Sa signature, c'est les lunettes au verre fumé. Il viendra nous parler de sa BD, L'économie pour les 99%. Et on lui demandera si on a les talents pour transitionner vers un monde plus écologique et plus juste pour tout le monde. Merci encore Clément, c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir dans Demain le Monde. Merci à Félix à la technique, à Arnaud à la vidéo. Demain on se retrouve même heure, même lieu avec Thomas Porcher. D'ici là, prenez soin de vous et ne baissez jamais les bras. Ciao, ciao, ciao.